Karina Rangueil, je suis psychologue depuis 12 ans, spécialisée en neuropsychologie et j'occupe ce poste de psychologue à la DAP depuis quelques mois. Donc on m'a proposé aujourd'hui de vous parler des aspects psychologiques qui peuvent être impliqués dans la sclérose en plaques. Donc dès qu'on aborde ces aspects psychologiques, c'est quand même impossible d'être exhaustif et puis de généraliser parce que l'impact psychique va différer selon chaque personne et selon aussi le moment où on se place. Donc lors de l'annonce, lors du vécu plus ou moins stabilisé ou lors de l'aggravation de la maladie, il y a des choses qui vont se passer au niveau des remaniements psychiques qui vont se faire. Également en fonction de l'âge, ou de la situation à laquelle cette maladie apparaît. C'est sûr que l'impact quand on a 20 ans, qu'on est étudiant, qu'on n'a pas d'enfant, va être différent de lorsqu'on a 35 ans avec 2 enfants, une vie professionnelle, ou même plus tard. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile dans l'une ou l'autre des situations, mais ça va être différent la manière dont on va s'approprier cette maladie. Donc, la manière dont on va la gérer psychiquement va aussi dépendre de l'expression de la maladie. C'est-à-dire que la sclérose en plaques est quand même une maladie avec des symptômes très variables d'un patient à l'autre et les symptômes inauguraux peuvent être très différents. Et les conséquences de la maladie vont être aussi différentes selon le stade et selon la situation. Donc dans les limitations vécues, la situation de handicap, les aménagements nécessaires. Donc l'état psychologique va être différent à chacune de ces étapes et dépendra de chacun dans ce qu'il a de plus unique. Donc, je voulais rappeler que la sclérose en plaques, c'est une maladie chronique. Et en ce sens, on va souvent parler du processus de deuil, comme on a parlé le docteur Chaput ce matin. Ce processus de deuil tel qu'il a été décrit par Madame Klober-Ross est plutôt un processus figé. Une fois qu'on a fait le deuil, c'est bon. Dans une maladie chronique, ce n'est pas tout à fait comme ça. On a un processus d'appropriation de la maladie qui ressemble beaucoup au processus de deuil. Je vais vous montrer le modèle après, mais qui va être réactivé en fait au fur et à mesure qu'on va avancer dans la maladie. Donc ce processus a lieu au départ, au moment de l'annonce, et puis il peut être réactivé à chaque difficulté en fait, qu'on va rencontrer. Donc la manière dont on va le vivre va dépendre du comportement qu'on va avoir, du caractère qu'on va avoir. Au moment où on m'annonce cette maladie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends de voir ce qui se passe ou est-ce qu'au contraire, je vais me renseigner de manière assez extrême en multipliant les lectures, les rencontres, etc. Et des fois, en prenant des informations qui ne sont pas forcément justes et qui vont me faire peur. Ça va être dépendant aussi de l'état psychique antérieur. On a une vie avant la maladie aussi, donc est-ce qu'on est déjà fragilisé par une autre maladie, par un deuil, une séparation, des difficultés professionnelles? Est-ce qu'on a des antécédents de dépression? Est-ce qu'on a une maladie psychiatrique, un trouble bipolaire? Donc tout ça va aussi agir sur la manière dont on va réagir. Ça va dépendre des a priori qu'on a. Est-ce que j'ai entendu parler de la sclérose en plaques avant qu'on m'annonce ce diagnostic? Et qu'est-ce que j'en sais ou qu'est-ce que je pense savoir de cette maladie? Et enfin, tout ça va être dépendant de la situation socio-familiale, ce qu'on appelle l'étayage social. Donc, est-ce que je suis quelqu'un de plutôt isolé ou plutôt de quelqu'un de très entouré? Donc, le modèle dont je vous parlais, c'est celui-là. Donc les premières phases qui correspondent au déni et à l'inquiétude et qui sont les phases de symptômes, ça va être ce moment où je commence à ressentir des trucs bizarres dans mon corps. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, je n'ai pas le temps de m'en occuper, puis je ne veux pas trop savoir non plus. Donc ça, c'est le déni. Ensuite, on va arriver à l'inquiétude parce que quand même, ces choses que je ressens, c'est de plus en plus présent et c'est de plus en plus gênant. Donc là, on va rentrer dans la démarche un petit peu diagnostic, où là, je vais avoir différents examens, bien sûr, d'abord, et puis le choc de l'annonce. Donc à partir de ce stade-là, de manière, on peut dès ce stade-là, en fait, aller vers une appropriation de la maladie ou une résignation, ou passer au stade suivant.
C'est décrit comme ça de manière assez linéaire, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est des boucles, on peut passer de là à là, puis revenir là, là, enfin, voilà, en fonction du moment de sa vie. Ensuite, on va avoir la maladie qui évolue, les années qui passent. Donc, au début, on peut être dans une phase de dénégation qui ressemble un peu à celle du déni, c'est-à-dire que là, je sais que j'ai cette maladie puisqu'on me l'a annoncée, mais je fais comme si elle n'existait pas. Donc je peux être amenée à pas aller à certains des suivis, à refuser certains traitements, à pas être à lutter contre certains symptômes comme si en fait elle n'existait pas cette maladie. Ensuite, il peut y avoir de l'anxiété qui va être réactivée parce qu'au bout d'un moment, on peut plus faire semblant, hein, la maladie rattrape un petit peu les choses. Et la chronicité de la maladie, avec un handicap peut-être qui va s'installer, qui conduit à des choix de vie plus difficiles, qui peuvent conduire à une dépression mineure. Donc la manière dont la personne va vivre de sa maladie est également dépendante de son attitude vis-à-vis de l'environnement et de l'attitude de l'environnement vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire, je sais que j'ai cette maladie, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la garde pour moi ? Et je pars du principe que je ne veux pas qu'on sache autour de moi. Donc là, on en revient au stade de la dénégation, par exemple. Et je le dis à personne, je ne le dis pas au travail, je ne le dis pas à mon conjoint, je ne le dis pas à mes enfants. Ou au contraire, est-ce que je l'annonce ? Et si je l'annonce, à qui je l'annonce ? Est-ce que je l'annonce à mon noyau dur, à mes amis les plus proches, à ma famille ? Est-ce que je l'annonce à mon patron ? Est-ce que je l'annonce à n'importe qui ? Comment j'en parle ? Quand j'en parle ? Et les questions qui viennent à l'esprit souvent, c'est comment ça va être pris par les autres ? Est-ce que ça va être accepté ? Est-ce que ça va être compris ? Comment on va me percevoir maintenant qu'on sait que j'ai cette maladie ? Donc tout ça, c'est assez compliqué, hein, et ça, c'est vrai dans toutes les maladies chroniques, en fait. Hein, c'est pour ça que je faisais ce rappel au début. Et donc pour moi, bon, vous allez me dire, vous êtes psychologue, c'est normal, mais je pense que toutes ces étapes-là doivent être accompagnées. Alors ça peut être par un psychologue, mais pas que, hein, il y a d'autres sources d'accompagnement. On ne parle pas non plus de psychothérapie, encore moins de psychanalyse, mais plutôt vraiment d'avoir l'opportunité d'un soutien, de pouvoir parler de ce que je suis en train de vivre, des questions que j'ai, des angoisses, et comment gérer tous ces remaniements, comment avancer dans ces remaniements. Donc j'ai décidé, enfin on a décidé ensemble, de faire un petit focus sur la fatigue dans la sclérose en plaques. Alors vous n'allez peut-être pas voir le lien de suite avec le psychologue, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a fait ce choix aussi tout simplement par l'expérience des personnes que je reçois au centre ou que j'ai pu recevoir par le passé, où finalement cette fatigue, c'est quelque chose que j'aborde très régulièrement et où je me rends compte que ça n'a pas forcément été abordé suffisamment avant. Parce qu'il y a d'autres symptômes, d'autres choses qui sont privilégiées peut-être dans la consultation médicale, dans les questions qu'on peut avoir, et où on ne pense pas, on oublie les questions qu'on avait sur cette fatigue. Donc pourquoi parler de cette fatigue ? Parce que c'est un symptôme à part entière, hein, de la sclérose en plaques. C'est un des 3 symptômes les plus invalidants. L'apparition de cette fatigue est possible dès le début de la maladie ou plus tard. Elle peut apparaître par à-coup, mais elle peut aussi être permanente. C'est un symptôme qui semble assez tabou pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas un symptôme spécifique. Hein. La fatigue, ça existe dans beaucoup de maladies. Ça existe aussi sans maladie. Donc, on ne l'évoque peut-être pas suffisamment. Il y a souvent une forte culpabilité avec la fatigue. On se dit, si je suis fatiguée, c'est que je fais quelque chose, je ne fais pas assez bien les choses, ou je m'écoute trop. Enfin, il peut y avoir un tas de pensées comme ça. Elle n'est pas tout le temps comprise par l'entourage. Et ça fait partie des handicaps invisibles. Donc il y a plein de définitions de la fatigue, mais j'avais retenu celle-ci pour aujourd'hui, qui date un petit peu. Hein. Cette sensation anormale de fatigue ou manque d'énergie disproportionnée. C'est ça, moi, qu'on me dit souvent. C'est disproportionné par rapport à ce que j'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi je peux être aussi fatiguée alors que j'ai fait si peu de choses ce matin. Et cette fatigue, elle est multifactorielle. Dans la maladie,
Donc elle va être liée aux troubles physiques, elle peut être liée aux douleurs également, aux troubles du sommeil. Donc la fatigue peut être aussi l'expression d'une dépression. Certains médicaments peuvent peut-être induire parfois de la fatigue. Il y a les troubles cognitifs. Donc les troubles cognitifs, je ne sais pas si tout le monde est au clair avec ça, mais dans la maladie, dans la sclérose en plaques, on retrouve souvent des troubles attentionnels. Donc quand on a des troubles attentionnels, ça veut dire qu'on a du mal à se concentrer. Quand on a du mal à se concentrer, on doit fournir un effort plus important pour effectuer une tâche qui avant ne nous demandait pas tant de concentration que ça. Et ça, c'est fatigant. Et il y a une part de fatigue qui est un petit peu inexpliquée. Donc les enjeux qui sont liés à la fatigue, c'est d'abord la qualité de vie, bien sûr, le bien-être psychologique et l'estime de soi. La qualité de vie dans le couple et dans la famille, c'est-à-dire que cette fatigue, elle va nécessiter une communication, mais aussi une tolérance et un rythme de vie spécifique à adopter. Et ça, c'est pas évident. Les enjeux sont professionnels parce qu'ils peuvent poser la question de l'aménagement du poste, du temps de travail, voire poser la question de l'arrêt ou de la poursuite de l'activité professionnelle. Il y a des enjeux aussi sociaux, c'est-à-dire que quand on est fatigué, en général, ce qu'on diminue en premier, ce sont ses loisirs, ses sorties avec les amis, parce qu'on se dit que la priorité, c'est le travail ou la gestion de la maison ou des enfants, et donc on va avoir tendance à s'isoler. Donc la fatigue, c'est vraiment quelque chose de primordial à prendre en charge. Donc quand on lutte contre la fatigue, on a tendance à s'imposer un rythme qui est trop élevé, ce qui contribue à augmenter la fatigue, augmenter les autres symptômes, augmenter le découragement parce qu'on est en difficulté, en échec, et augmenter aussi la dépression. Mais ce que je constate encore au-delà de ça, c'est que souvent, quand la fatigue elle n'est pas acceptée, c'est qu'en fait la maladie n'est pas acceptée ou n'est pas appropriée non plus. C'est un des moyens de faire comme si elle n'existait pas. C'est très fréquent, après l'annonce de la maladie, dans les premières années, d'avoir des jeunes mamans qui me disent non, moi je veux faire aussi bien que les mamans des copains de mes enfants et je veux pas qu'on voit que je suis fatiguée, je veux pas qu'on sache que j'ai cette maladie et du coup je lutte, mais je me retrouve en difficulté. Donc le traitement de la fatigue, c'est quoi ? Il n'y a pas de traitement médicamenteux spécifique, il n'y a pas une pilule miracle qui va vous permettre de ne plus être fatigué. Par contre, ce qu'on va pouvoir commencer par faire, c'est identifier tous les facteurs aggravants, tous les symptômes, traiter les autres symptômes, c'est-à-dire tout ce qui est physique, les troubles du sommeil, la dépression et les troubles cognitifs. Donc, je vous ai parlé de métacognition ici, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a des troubles cognitifs, donc des troubles attentionnels par exemple, et travailler en rééducation ou réadaptation. Donc, la première manière de gérer cette fatigue, ça va être de traiter en fait tous les autres symptômes qui peuvent aggraver la fatigue. Mais comme je vous ai dit, il y avait mes petits points d'interrogation, c'est une fatigue un petit peu incompressible qui est au-delà de tous ces symptômes-là. Et donc là, je rejoins un petit peu le docteur Backless sur les techniques cognitivo-comportementales. Vous allez retrouver des choses un petit peu similaires. Et c'est ça, moi, que je vais utiliser dans mes séances avec les patients. Donc, quelques pistes pour essayer de concrétiser un petit peu ça. Je vais commencer par aborder la fatigue en donnant des explications sur la fatigue et en essayant d'identifier avec la personne ses signes à elle de fatigue, parce qu'on peut avoir des signes un petit peu différents d'une personne à l'autre. Et ce qui est important, c'est de savoir reconnaître sa fatigue avant même qu'elle ne soit trop envahissante et qu'on la subisse. Je vais aussi donner des informations sur les temps de repos, parce que le repos, ce n'est pas que le sommeil, ce n'est pas que les siestes non plus. La sieste, ça peut être reposant à condition que ce soit une bonne sieste, c'est-à-dire une sieste qui ne fasse pas sauter un cycle de sommeil la nuit suivante. La sieste, elle ne doit pas être longue, elle doit durer 20-30 minutes, elle ne doit pas dépasser ce temps-là. Puis bon, je vais donner d'autres indications. Donc ensuite, les temps de repos, c'est pouvoir faire donc une pause avant d'être pleinement fatigué. Et c'est aussi des temps, des activités paisibles ou sociales, en fait, qui nous déconnectent de l'activité qui nous fatigue.
Donc l'identification de la fatigue, bon, il existe plusieurs échelles en fait de fatigue pour la mesurer, mais en thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on va utiliser surtout, c'est l'agenda. C'est-à-dire, on va réaliser un agenda pendant 1 à 2 semaines, où chaque jour, je vais demander à la personne de m'inscrire l'heure à laquelle elle se lève et comment elle ressent sa fatigue à ce moment-là. Donc je demande de côté de 0 à 10, 0 je suis en pleine forme et 10 je suis extrêmement fatiguée. Donc on a une première cotation et on va m'indiquer à côté la qualité du sommeil de la nuit précédente. Est-ce que j'ai dû me lever plusieurs fois? Est-ce que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir? Est-ce que j'ai dormi 3 heures, 8 heures, etc. Ensuite, je vais demander à ce qu'on me note les activités du matin, puis coter la fatigue. À nouveau, le repas, puis une cotation de la fatigue, les activités de l'après-midi, puis une cotation de la fatigue, le dîner, puis la cotation de la fatigue, l'heure de coucher avec la cotation de la fatigue. Bon, c'est un peu rébarbatif, mais c'est qu'1 à 2 semaines, et c'est le premier travail pour nous aider à aller plus loin. Donc le but de l'agenda, ça va être de prendre conscience des activités réalisées, parce que j'ai aussi souvent ce discours de « je suis fatiguée, j'ai rien fait », et quand on regarde l'agenda, en fait, il y a plein de petites choses qui ont été faites, mais ça paraissait tellement facile avant qu'aujourd'hui, on estime que ce n'est pas normal d'être autant fatigué pour ces petites choses qui ne sont pas si petites que ça. Ça permet de prendre conscience en fait, des différents moments de la journée, de l'état de fatigue aux différents moments de la journée, ce qui va nous permettre d'analyser les activités, les moments les plus fatigants, les activités les plus fatigantes, dégager une régularité des moments de fatigue s'il y en a une, et analyser le comportement individuel. Je suis fatiguée, je le sens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tant pis, je m'oblige quand même, ou est-ce que je sais m'arrêter? Donc, dans un deuxième temps, on va justement passer à ces aspects comportementaux pour réfléchir à la manière de gérer cette fatigue au regard des habitudes de vie. Donc, ça va passer par déléguer certaines tâches ou décomposer certaines tâches en sous-étapes pour les répartir davantage dans le temps, anticiper certains moments qui vont être plus fatigants que d'autres, essayer de stabiliser son énergie. C'est-à-dire que les jours où on est plein d'énergie, on a tendance à beaucoup en faire et on le paye les jours suivants. Les jours où on n'a pas d'énergie, on ne fait rien. L'idée là, de ces techniques-là, c'est qu'au lieu qu'il y ait de grandes fluctuations, d'avoir des fluctuations qui finalement sont plus petites et apprendre à trouver un niveau d'énergie optimal, en fait, régulier. Ça va contribuer à ce qu'on appelle le sentiment de compétence personnelle. C'est-à-dire, si j'arrive à cette régularité, je suis satisfait de moi parce que j'arrive à gérer ma semaine, à faire ce que j'ai à faire, même si je ne le fais pas aussi rapidement qu'avant, par exemple. On sait aussi que la fatigue, c'est important de maintenir une activité physique adaptée. On a tendance parfois à plus avoir d'activité physique pour ne pas se fatiguer, mais c'est important d'avoir un minimum d'activité physique. Et toujours inclure les temps de repos. Donc, en parallèle de ça, le travail qui, lui, est plus purement psychologique, donc on va travailler sur les pensées automatiques liées à la fatigue, c'est-à-dire le regard qu'on a, les pensées qui nous viennent à l'idée quand on est fatigué. On se sent nul, on se sent moins bien que les autres, enfin, toutes les pensées qui peuvent venir comme ça. On va essayer de trouver des pensées alternatives valorisantes. Donc tout ça, c'est du travail de l'estime de soi, la déculpabilisation. Et ce que je suis amenée à faire aussi très régulièrement, c'est un travail de communication pour améliorer la communication au sein du couple ou de la famille sur ces troubles-là. Pourquoi? Parce que souvent, cette fatigue, elle va entraîner une irritabilité qui va entraîner des disputes, en fait, et contribuer au sentiment que, voilà, on n'est pas compris, on n'est pas bien dans sa peau, etc. Et donc, ça va être important de pouvoir discuter aussi de tout ça et d'accompagner le patient et sa famille là-dedans. Donc, pour conclure cette intervention, la sclérose en plaques, comme toute maladie chronique, engendre des remaniements psychologiques incessants. Donc, ceux-ci sont vécus de manière unique par chaque individu. La prise en compte de ces remaniements psychiques et l'accompagnement adéquat peuvent permettre de mieux vivre la maladie. Et pour moi, ils font partie des traitements de base, quoi. Ça devrait tout le temps être fait. Et oser parler de tous ces remaniements psychiques et du symptôme de fatigue, vu qu'on a fait un focus là-dessus, ça peut vraiment changer en profondeur le quotidien, l'appropriation de la maladie de chaque patient. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à son intervention? Oui, non? Ou est-ce que tout le monde a faim? Ok, très bien. Bon, bah oui, il y en a une. Bon. C'est pas une question, c'est juste une remarque. D'abord, merci pour ce super topo. Donc, juste une petite remarque, c'est très fréquent dans la sclérose en plaques où on voit que les gens se dépassent. Ils sont dans cette lutte, dans le dépassement de soi. Et souvent, moi je leur dis, je leur pose la question, pourquoi Roger Federer est le plus grand joueur de tennis du monde? Ben parce qu'il a toujours joué à 80%. Voilà, c'est tout. Alors je la refais. Pourquoi Federer est le meilleur joueur du monde de tennis? Parce qu'il joue à 80%. Uniquement ça. Je parle personnellement. Je sais que moi, j'essaye de faire au maximum que je peux faire encore. C'est-à-dire que si je ne repousse pas mes limites, effectivement, après, il y a l'encroûtement, tu ne bouges plus, fécalo, machin, enfin bref, tout le reste qui va ensemble, de ne pas bouger, quoi. Donc il faut que en fait, de me dépenser, même comme c'est un peu sadomaso, on se dit, mais de le faire, à la fin, je me dis, je l'ai fait. Je suis en train de me reposer, mais je l'ai fait. Vous comprenez? Je vais à un concert avec ma fille, je suis crevée à la fin de la soirée, mais je suis contente, parce que ça se trouve, dans quelques années, je ne pourrai plus, et je suis contente de l'avoir fait. Vous voyez? Après, je pense que c'est tout à chacun. Ce qui est important, c'est de pouvoir prendre conscience, en fait, de cette fatigue et de gérer ces moments-là, justement. Le soir où vous allez à un concert avec votre fille, peut-être que vous savez que le lendemain, par contre, il ne va pas falloir faire certaines choses. Il ne faut pas vous embêter le lendemain, c'est ça, parce que vous allez le payer le lendemain. Alors, dans mon discours, c'est pas vous empêcher de faire des choses plaisantes, hein, au contraire, mais c'est de pouvoir prendre conscience de ça et adapter sa vie et ses activités en fonction de ça. De privilégier, en fait. Par exemple. Ouais, c'était l'histoire d'anticiper certains moments, c'était ça, en fait. Tout à fait.